L'Angleterre est devenue l'ombre de la nation qu'elle était autrefois. Elle nous a donné la liberté d'expression, la liberté de presse et tout un tas d'autres droits qu'on prend désormais pour acquis, ce qu'on ne devrait probablement pas faire. Personne ne le sait mieux que Tommy Robinson. Il a été arrêté en mai de cette année pour avoir essayé de reporter sur le procès des grooming gangs. Pour avoir parlé ouvertement dans la rue, il a été arrêté. Il n'a pas eu le temps de préparer sa défense, ils l'ont jugé et emprisonné pour 13 mois. Il a passé 2 mois dans une cellule d'isolement. 2 mois pendant lesquels les journalistes l'ont attaqué. Très peu d'entre eux l'ont défendu. Il a été libéré sous caution après avoir gagné son appel. Tommy Robinson nous rejoint maintenant pour sa première interview depuis sa sortie de prison. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Je sais que vous venez de passer 2 mois et demi seul en isolement. Vous devez probablement vous sentir déboussolé d'être dehors. Dites-nous comment cela s'est passé pour vous en prison. J'ai d'abord été placé dans une prison avec une faible population carcérale musulmane, 7%. Je suis connu pour critiquer l'islam. Et ça fait des années qu'on essaye de me tuer pour ça. Ça se passait relativement bien. J'étais séparé des autres prisonniers, mais les gardiens s'assuraient que je puisse sortir de ma cellule sans danger au moins quelques heures par jour, et ils jouaient avec moi au poker et au snooker. Puis j'ai été transféré dans une autre prison. C'est la prison avec la plus large population musulmane de tout le pays. J'ai été placé en cellule d'isolement, sans pouvoir parler ou voir qui que ce soit, avec comme justification le fait que j'étais en danger. Ils m'ont délibérément transféré dans cette prison pour que je sois en danger, pour pouvoir me mettre en isolement. Quand on pense à cette affaire dans son ensemble, ça ne leur a pris que quelques heures pour m'arrêter, me juger et m'emprisonner injustement, et puis ils m'ont transféré dans cette prison. Ils ont réduit mes droits de visite, et ça leur a pris 2 mois pour que j'obtienne l'opportunité d'aller devant un juge. Lorsque le juge a entendu et vu ce qui s'est passé pendant mon procès, ils n'ont trouvé que des manœuvres illégales et des vices de procédure dans cette parodie qu'a été mon procès. Et puis, ça leur a mis encore 2 semaines avant de me libérer. Je n'ai pas mangé là-bas, j'ai perdu près de 18 kilos en prison. J'avais une boîte de thon et un fruit par jour. J'étais censé être en prison, pas à Guantanamo. Et je ne pouvais pas ouvrir ma fenêtre parce que je recevais des crachats et des excréments. Avant de revenir sur les crachats et la merde qu'on lui jetait dessus, j'aimerais clarifier le sujet de la nourriture. Dans une interview avec son ami Ezra Levant, il nous explique ce qui s'est passé. Et au sujet de la nourriture, les prisonniers musulmans cuisinent tes plats? Dès le premier jour, j'ai eu droit à cette question. Et alors Tommy, il était comment ton repas? C'est pour ça que tu es si mince? Parce que tu ne voulais pas manger? Tu avais peur qu'il t'empoisonne? En prison, tous les prisonniers doivent passer par la cantine pour faire la file et pour qu'on te serve à manger sur un plateau. Et donc tu vois la personne qui te sert et tu vois ce qu'il met dans ton assiette. Moi, je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait, ce qu'il mettait dans mon assiette, parce que je recevais mon plateau, et mon plateau, on me l'apportait dans ma cellule. Et puis après, ils sont venus me dire « Et alors Tommy, il était comment ton repas ?» Donc oui, donc je sais, donc c'est comme ça que je le savais. Et j'ai conservé une copie de toutes les plaintes que j'ai écrites à la prison. En prison, je n'avais le droit de dépenser que 12 € par semaine. Et je leur ai demandé de me laisser dépenser plus d'argent pour m'acheter à manger. Et avec ces 12 € par semaine, ce que je pouvais m'acheter, c'était 5 boîtes de thon. Donc c'est tout ce que j'ai mangé. J'ai mangé une boîte de thon par jour et un fruit par jour. Et je ne pouvais pas ouvrir ma fenêtre parce que je recevais des crachats et des excréments. Attendez, expliquez-nous, qui vous jetait des excréments et qui vous crachait par votre fenêtre? Eh bien, ma cellule était au niveau du sol, alors qu'ils auraient très bien pu me mettre dans une autre cellule. Donc les prisonniers pouvaient passer devant ma cellule, et la mosquée était directement en face de ma cellule. On a eu des journées de canicule, et lors d'une journée de canicule, j'ai été couvert d'excréments et de crachats. J'ai fini par bloquer complètement ma fenêtre. Pour tous ceux qui nous écoutent,
J'aimerais dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. En 2012, j'ai déjà passé 5 mois en isolement total, ce qui va à l'encontre des lois et des droits humains. Quand je suis sorti, j'ai été diagnostiqué avec une forme de syndrome post-traumatique. Je n'en ai jamais parlé publiquement parce que je ne veux pas me faire passer pour une victime en me comparant aux militaires qui ont connu les horreurs de la guerre. J'aimerais que nos téléspectateurs comprennent pourquoi ça vous arrive. Vous êtes allé en prison dans un pays supposément libre pour avoir exprimé une opinion impopulaire. Vous venez de passer plus de 2 mois en prison. Avez-vous frappé quelqu'un, volé quelque chose, ou bien avez-vous dit quelque chose que le gouvernement n'a pas aimé? Il y a un procès en cours où 29 personnes sont en examen pour avoir violé en gang une centaine de petites filles. J'étais dans la rue, devant le tribunal, et c'est sur Internet, tout le monde peut voir ça. Donc j'étais en face du tribunal, et tout ce que j'ai fait, c'était de lire un article de la BBC qui parlait du sujet. Un article qui est toujours en ligne et que tout le monde peut voir. Ils m'ont arrêté pour trouble de l'ordre public. Ils m'ont mis en détention. Mon avocat les a contactés. Ils ont envoyé un email à mon avocat en disant que j'avais été libéré. Mon avocat a toujours cet email. Et puis, ils m'ont fait passer par la porte de derrière du commissariat, ils m'ont mis dans un van et ils m'ont emmené devant le juge. Les médias ont reporté que j'avais plaidé coupable, mais ils ne m'ont même pas demandé de plaider coupable ou non coupable. Et jusqu'à ce point, jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas ce que j'ai fait de mal. On est censé savoir de quoi on est accusé. Ils m'ont accusé d'outrage au tribunal. Mais quel outrage au tribunal? Lorsque j'étais dehors en face du tribunal, je prenais toutes les précautions nécessaires en disant « criminel supposé » pour pointer du doigt le fait qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et je n'ai pas cherché la confrontation physique. Je connais la loi. Les juges n'ont pas le pouvoir d'interdire de partager des informations qui sont déjà accessibles au public. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est le plus haut juge pays qui a dénoncé la fraude qu'a été mon procès. Il a dénoncé les ingérences de cette affaire, la farce qu'a été mon procès. Dans mon pays, dès qu'on critique l'islam, vous êtes diabolisé, vous êtes attaqué par tout le monde. Est-ce que des gens vous ont défendu? Je veux dire que, même si on n'est pas d'accord avec vous, ces gens pourraient dire que vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer vos opinions. Est-ce que quelqu'un a défendu vos droits de dire ce que vous pensez être vrai? Tous les gens qui ont de l'autorité et tous les médias mainstream se sont alignés pour m'attaquer, pour justifier mon emprisonnement et pourquoi je mériterais d'être en prison. Lorsque j'étais en prison, ils sont venus me dire que la police se dirigeait vers ma maison parce qu'il y allait avoir une attaque à l'acide contre ma femme. Oh, Tommy, je suis vraiment désolé de vous arrêter, mais on n'a plus le temps.